Bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs, les partenaires et les membres du jury pour cet événement remarquable qui met l'architecture sur le devant de la scène, littéralement. Je suis là pour vous raconter une histoire. Je suis honoré d'être là parmi vous pour vous raconter l'histoire d'un lieu qui est né il y a tout juste quelques mois et qui a la lourde tâche de clore un chapitre sombre dans la région du Chouf. Il s'agit du projet Saint-Élie à Brieh. Il se situe dans le bourg de Mtaïlé, entre les deux villages de Fouara et Brieh. Mtaïlé, ça signifie panoramique en arabe, à une cinquantaine de kilomètres de Beyrouth. C'est une région qui se caractérise par l'abondance de l'eau, la végétation luxuriante et surtout par la topographie terrassée. C'est pour ça qu'on l'appelle la vallée de l'or du Chouf. C'est aussi une région tristement connue pour son lourd héritage historique qui a mené à de violents affrontements entre les différentes ethnies religieuses, entraînant la destruction quasi totale des maisons, des lieux de culte, dont l'ancienne église Saint-Élie, et le déplacement des villageois par milliers. Le projet Saint-Élie, c'est le premier projet de la réconciliation dans cette région-là précisément. Il a été financé par la caisse centrale du ministère des Déplacés. Une image, une église, Marmé Ma Ehdin, il s'agit de l'archétype même de l'église maronite dans sa plus pure tradition, puisque c'est la plus ancienne qu'on connaisse. Elle date de l'an 749. Ses caractéristiques sont les suivantes. Une volumétrie pure, une toiture plate, un clocher au-dessus de l'entrée, pour des raisons pratiques, très peu d'ouverture et une absence totale d'ornementation. Évidemment, ce sont des contraintes liées à l'époque, n'empêche qu'elles sont devenues les codes architecturaux de l'église maronite. Une deuxième image, il s'agit cette fois-ci des terrasses de culture. Cette colonisation de la topographie par des murs en pierre sèche pour favoriser l'agriculture représente le patrimoine paysager par excellence du Mont-Liban. Ces deux images ont accompagné la conception du projet dès sa naissance. Le projet tend à créer un nouveau point focal dans le paysage, inspirant et surtout symbolisant le renouveau. Par sa situation stratégique, la radiance et le contraste de sa matière, on peut le voir de très loin. C'est le projet le plus emblématique de la région au niveau sociopolitique. C'est pour ça qu'il écrit une nouvelle page de l'histoire du Mont-Liban. Le projet comprend l'église Saint-Élie, avec son parvis tout de blanc vêtu, se posant comme ça solennellement sur un socle en pierre sèche, qui remodèle la topographie du flanc de colline pour abriter la salle polyvalente avec ses annexes. Ce socle emprunte le langage des terrasses de culture de la région. Étant donné que l'architecture se doit d'être le témoin le plus fidèle et le plus honnête dans l'écriture de l'histoire, le projet Saint-Élie œuvre dans la continuité et non dans la rupture. C'est pour ça qu'il adopte les caractéristiques de l'église maronite, que j'ai citées il y a quelques instants, évidemment en les réinterprétant. Et il est ancré au sol par ce socle dont les pierres proviennent évidemment du site, de l'ancienne église, mais aussi des débris de maisons détruites pendant la guerre. En effet, depuis le début du chantier, j'avais invité les villageois à ramener ce qui restait de leur maison pour aider à reconstruire leur église. Ils ont répondu présent. Il s'agit avant tout d'un lieu de rassemblement, d'un espace public. Et un espace public, il est par définition ouvert à tous. Le projet propose un support aux interactions sociales, aux échanges sociaux, prenant la forme de plusieurs balcons comme ça, qui s'ouvrent sur le panorama et sur l'horizon. Le niveau de l'église, avec son parvis qui semble flotter, dépourvu de tout obstacle, grâce au saut de loup, ces quelques marches qui font disparaître le parapet. Un niveau intermédiaire, dont je parlerai un peu plus tard, et un niveau bas, ancré au sol par mimétisme, c'est le niveau de l'extension à l'extérieur de la salle polyvalente lors de grands événements. Le projet occupe la totalité de la parcelle, bien que sa forme soit biscornue, pour lui donner plus d'assises. Le prolongement de ces murs extérieurs jusqu'aux extrémités permettent de coudre l'ensemble au tissu existant. Depuis Brieh, depuis l'Est, il est possible d'emprunter ce chemin, d'accéder de plein pied à l'église en empruntant le même chemin qui servait autrefois d'accès à l'ancienne église. Toujours depuis l'Est, il est possible de descendre dans la salle polyvalente par ce grand escalier, ou alors de plein pied en contrebas depuis l'Ouest. L'église occupe, évidemment elle est plus grande que l'ancienne église, elle occupe exactement le même emplacement, dont voici une image, désolé pour la résolution, c'est tout ce qui est resté.
Elle a été construite en 1770 et détruite en 1981 ou 82. Son autel, c'était le seul élément qui était resté intact pendant plusieurs décennies, et malheureusement, il était devenu l'image d'une région déchirée pour tout le monde. On a décidé de mettre en scène ce témoin du passé sous la forme d'une chapelle en plein air, comme ça, au sud du projet, incrustée sur l'une des parois sud du nouveau projet, en face de la nouvelle église, pour commémorer l'histoire du lieu. Il ne s'agit pas de pleurer le passé, mais de célébrer le renouveau. Évidemment, il a fallu faire appel au savoir-faire des artisans du coin pour numéroter, démonter et remonter à l'identique les pierres de l'autel, comme vous pouvez le voir sur les images. L'église scintille, avec son revêtement en pierre blanche finement bouchardée. L'appareillage de ces pierres, allant de 25 à 45 cm en hauteur et disposé d'une manière aléatoire, lui donne un effet de roc. Un même geste simple a permis d'ériger le clocher et de créer par la même occasion l'entrée. Et c'est l'épaisseur de cette entrée qui filtre le passage entre le monde profane et le monde sacré. L'église a un plan carré de 17 par 17 mètres. Elle peut rassembler jusqu'à 250 fidèles. La sacristie et le confessionnal se situent à l'arrière pour dégager au maximum l'autel qui est 2 marches plus haut que la nef de l'église. L'entrée secondaire se fait d'une manière comme ça un peu dérobée, un peu discrète, à l'arrière d'une des allées latérales. L'entrée du public se fait par une pente douce qui s'ouvre sur le panorama. On peut remarquer l'effet changeant de la pierre de l'église, tantôt chaud, tantôt froid, dépendamment de la position du soleil. L'entrée secondaire, c'est ce volume que vous voyez au premier plan, se projette dans le vide, tout comme les niches de lumière de l'église qu'on verra un peu plus tard, pour laisser exclusivement le contact avec le sol à l'église. Simplement une petite image du chantier. Je vous rappelle que c'est un projet qui a été financé par le public dans un pays sans président de la République à l'époque. Donc le risque de l'arrêt soudain du chantier après le gros œuvre était présent. Pour lutter contre ce risque, et pour pas que la conception du projet soit touchée dans son intégrité, il a fallu ramener le projet à sa quintessence en évitant toute considération esthétisante. Autrement dit, le projet, c'est le gros œuvre habillé. Tous les mètres cubes de béton qui ont été coulés sont structurels. Un lieu de culte, c'est un musée où l'œuvre est spirituelle. Le travail sur la lumière naturelle dans ce projet a été déterminant. Depuis l'entrée, on est happé par cette imposante faille ascendante qui dessine une croix. Elle est orientée nord pour éviter tout effet de contre-jour pendant les messes. Dans cette boîte à lumière naturelle, les parois blanches semblent diffuser la lumière et le sol en marbre de Carrare la réfléchit à son tour. Tout est fait pour amplifier la mise en scène de la géométrie intérieure. Les proportions du rectangle d'or ont été appliquées dans la définition des espaces, comme par exemple ici horizontalement pour la nef de l'église, verticalement en section pour les allées latérales, au sol pour les dalles de marbre qui font 1 mètre par 62 cm, plus globalement pour l'ensemble des élévations de l'église, ou encore pour les ouvertures de la salle polyvalente. Alors avant de passer à la diapo suivante, ce rectangle, ce n'est pas uniquement un rectangle d'or, c'est la silhouette exacte de l'ancienne église, à son emplacement exact. Autrement dit, c'est le fantôme de l'église, c'est un vide d'air, c'est un volume de prière qui célèbre sa mémoire lors de chaque messe. L'intérieur de l'église est façonné et hiérarchisé par différents dispositifs de lumière naturelle indirecte qui déterminent sa dimension spirituelle. Grandes ouvertures zénithales au-dessus de l'autel confessionnel et sacristie, pariétales à l'échelle humaine le long des allées latérales et discrètes au fond. L'usage du marbre pour le sol renvoie dans son effet un peu laiteux, profond et vivant, comme ça, aux intérieurs des églises antiques, comme pour assurer au projet une certaine affiliation. Une vue depuis l'arrière cadrant des fragments de paysages lointains à travers les percements. Une vue depuis l'autel, montrant le revers du clocher se poser délicatement sur les parois arrière de l'église, qui sépare la nef de l'église, de la sacristie et du confessionnal, qui baigne dans un halo de lumière naturelle se développant sur 11 mètres de haut. Les codes liturgiques sont assurés par le nombre d'ouvertures. 3 niches renvoyant à la Trinité, disposées de 2 côtés de l'église et comprenant 2 ouvertures chacune, totalisent 12 ouvertures renvoyant au chemin de croix.
Depuis le niveau haut, il est possible de s'engouffrer dans la salle des fêtes par ce large escalier appelé par la lumière naturelle d'un patio qui se trouve dans le prolongement, un patio qui est un élément traditionnellement présent dans l'architecture de la région. Ces deux grands percements permettent d'éclairer la partie enterrée de la salle polyvalente, comme on peut le voir sur la coupe. Voici le plan de la salle polyvalente, rectangulaire, un peu plus de 400 mètres carrés. Elle est servie par différentes annexes se glissant dans les interstices de la structure, dont la cuisine, le bureau du prêtre, qui s'éclaire d'ailleurs par le même patio qu'on vient de voir tout à l'heure, et qui ont leur propre entrée de service depuis la place basse. Une image de la salle polyvalente, éclairée par ces 5 grandes baies s'ouvrant sur paysage et patio, 5 mètres sous dalle, 4 mètres sous poutre, et les poutres sont volontairement apparentes pour exprimer et pour révéler avec tension la charge de l'église par-dessus. C'est ainsi que s'exprime la renaissance de l'église Saint-Élie, empreinte du paysage du Chouf à l'extérieur et de sa lumière à l'intérieur. Merci. Je trouve que c'est un projet qui m'impressionne parce que chaque mot que tu as dit a son expression dans le projet. Il y a une cohérence entre le discours et l'œuvre qui est impressionnante. Merci. Maroun, j'ai découvert ce projet par hasard dans une photo qui est parue dans l'Orient le Jour. Je ne connaissais pas le nom de Maroun Lahoud. J'ai été impressionné parce que moi je viens d'un village, Phamdoun, village où effectivement, qui a connu le même sort tragique que ce village-là. Nous avions une église qui ressemblait beaucoup à l'église qui existait avant. Et à la place, on est venu construire quelque chose qui est un peu monstrueux, une église beaucoup plus grande qui est positionnée tout à fait dans l'autre sens que l'église actuelle, avec une toiture en tuiles, alors qu'il n'y a jamais eu de toiture en tuiles, avec quelque chose de vraiment monstrueux. Et je trouve que ce que tu as fait dans ce village est quelque chose d'exceptionnel. J'aurais juste une petite remarque sur ta présentation. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Tu as dit que la simplicité, l'économie dans le vocabulaire venait du fait qu'il n'y avait pas de président de la République et que peut-être le projet se serait arrêté. Je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Je suis convaincu que cette économie, que cette modestie, que ce travail que tu as fait dès le départ était là, parce que c'est ça qui fait la force de ton projet. Merci. Merci. La force du projet réside dans le fait de continuité que vous avez établi dans la tradition de l'Église. Parce que l'Église, c'est la tradition, et l'Église ne s'associe que difficilement à la rupture du modernisme. Ici, vous donnez une leçon de continuité dans ce minimalisme dont les lignes fondamentales sont puisées dans les constantes de la tradition. Et donc, il y a le même code génétique qui explique cette Église. Et ce résultat est un résultat personnel. Et je vous félicite pour le résultat personnel. Mais en même temps, ce résultat est impersonnel, dans ce sens que c'est un archétype et il peut être généralisable. Et là, vous avez résolu un tour de force. Et pour tout, pour cette pureté du cube, pour la lumière, la spatialité. Sauf que j'aurais quelques petites remarques peut-être concernant la masse du sous-sol, la façon de l'exprimer, ou le rapport du Carrare et des bas-côtés un peu bas, les bas-côtés de l'église, peut-être qu'on aurait pu les voir un peu plus haut. Mais l'essentiel est là. L'essentiel. Maroun, en un mot, vous avez le mérite de faire d'un musulman quelqu'un qui adore le christianisme et l'Église.
Merci.